Comment vous justifiez votre geste? Nous sommes enquêteurs à l'IGPN, la police des polices. Nous enquêtons sur les fautes que peuvent commettre certains policiers. C'est une infirmière de l'hôpital qui m'a dit de venir ici pour porter plainte pour mon fils Guillaume. C'est à la manifestation de samedi, un policier qui lui a tiré dessus avec un flashball. Les flics là qui ont fait ça, vous les avez retrouvés? Putain, mais il a rien fait. Ces fils de pute, ils l'ont défoncé alors qu'il a rien fait. Mais tu baisses d'un ton là. Mais si c'est ma parole contre la leur, ça sert à rien. On nous a dit que la République était en danger. On nous a demandé d'empêcher les pillages et d'impacter les individus violents. Cibler les casseurs et les individus qui s'en prenaient aux collègues en tenue. Le gouvernement est en panique. Pouvez-vous me décrire ce que vous voyez? Mais sur les images, on voit pas bien. Ah bon? Il me semble au contraire qu'on voit très bien. Bonjour Dominique Moll. Bonjour. Merci beaucoup d'être ici pour ce petit entretien sur Dossier 137, qui est donc du coup votre nouveau long métrage, passé par le Festival de Cannes et qui débarquera ce 19 novembre en salle. Pour un petit peu introduire à ce nouveau film, vous reprenez un peu les codes du polar que vous aviez déjà plusieurs fois utilisé, notamment dans votre précédent film La Ligne 12. Mais cette fois-ci, c'est pour aborder un sujet beaucoup plus frontalement politique, à savoir la question des gilets jaunes. Oui, alors c'est surtout que l'enquête policière que raconte le film est menée par la police des polices, une enquêtrice de la police des polices, et ce qui m'intéressait dans l'exploration de cette institution-là en particulier, c'est que je sentais que les enquêtrices et les enquêteurs de l'IGPN sont dans une situation assez inconfortable puisqu'ils sont à la fois mal aimés par les autres policiers sur lesquels ils enquêtent éventuellement et aussi certains médias qui leur reprochent d'être juges et partis. Et donc d'avoir un personnage qui est comme ça dans cette situation inconfortable me semblait être une promesse intéressante pour la fiction et pour continuer à explorer le genre de l'enquête policière. Et très vite, j'ai voulu aussi que cette enquête parle du maintien de l'ordre, parce que l'IGPN enquête aussi sur des affaires de corruption, donc sur les ripoux, mais ça reste à l'intérieur de l'institution policière, alors que le maintien de l'ordre touche aussi au rapport entre la police et les citoyens, donc la démocratie, et c'est ce qui m'intéressait davantage. Et la raison pour laquelle j'ai voulu situer cette enquête au début des manifestations des Gilets jaunes, donc en fin 2018, c'est que quand j'ai commencé à réfléchir à ce projet, c'était plusieurs années déjà après le mouvement des Gilets jaunes, et où j'ai constaté qu'en fait, que suite à la pandémie du Covid, c'était comme un coup d'éponge qui avait comme effacé tout ce qui s'était passé avec les Gilets jaunes, alors que c'était un mouvement qui avait ébranlé le pouvoir, qui avait secoué la France, enfin qui avait été l'expression d'une fraction sociale, d'une fracture sociale, pardon. Et je me disais, tiens, c'est quand même très bizarre qu'on n'en parle plus du tout, alors que ça fait partie de l'histoire de la France, et c'est pour ça que j'avais envie de profiter de ce film et de cette enquête pour revisiter aussi avec un peu de recul toute cette époque. Et d'ailleurs c'est marrant parce que votre film est pas mal incarné, musicalement parlant, par un son de Jodassin, Siffler sur la colline, qui est, si je ne m'abuse, assez iconique de mai 68, même si c'était un peu malgré lui. Est-ce que c'est un choix qui s'est fait pareil, un petit peu de manière instinctive ou par rapport justement à un parallèle que vous vouliez avoir? Alors j'étais pas du tout conscient que la chanson était associée à mai 68, j'avoue, c'est vous qui me l'apprenez, donc je ne le savais pas. Pour moi c'était surtout, parce que c'est une chanson que chante en chœur la famille de manifestants qui vient de province et qui se rend à Paris pour manifester, et qui pour moi devait exprimer l'insouciance qui régnait dans cette famille-là avant que l'un des fils se fasse blesser et que cette excursion familiale tourne au cauchemar. Et voilà, donc je cherchais une chanson qui exprime cette insouciance, et bon, par ailleurs j'aime beaucoup Jodassin, et dans cette chanson en particulier, je trouve qu'il y a cette insouciance complète que je recherchais, d'où ce choix. Mais oui, en fait, pour l'histoire, elle était sortie quasiment un peu de temps avant mai 68,
elle était justement, c'est marrant, utilisée par des gens comme un moyen un peu de se libérer, notamment d'une radio qui était très surveillée par la police et les forces de l'ordre de l'époque. Mais oui, comme un moyen juste de liberté tout simplement. Donc, la coïncidence est marrante du coup. D'accord, ok. Du coup, pour revenir un petit peu au point de vue du film sur le personnage de Léa Drucker au sein de l'IGPN, c'est vrai que en revoyant votre film, je me suis rendu compte que vous aimiez beaucoup mettre en avant des personnages qui parlent entre un bureau. Des discussions, donc, que ce soit les discussions déjà dans la police de la PJ de la nuit du 12, ou même cette scène de Seules les bêtes. Et du coup, est-ce que vous diriez que c'est un film bureaucratique par rapport à... D'une certaine façon, oui. Alors, je suis pas spécialement fasciné par le bureau en soi, en tant que décor, c'est même assez ingrat. Mais c'est vrai que dans une enquête policière, il y a beaucoup d'auditions, il y a beaucoup d'interrogatoires, donc c'est des face-à-face et qui se passent souvent dans des bureaux. Ce qui, comme décor, ne peut pas paraître très spectaculaire, évidemment, mais ce qui est important, c'est d'arriver, malgré ce décor peu séduisant, de créer une tension, et ça passe par l'écriture, par les dialogues et aussi beaucoup par l'incarnation, par les comédiennes et les comédiens qui vont incarner les personnages et créer cette tension. Donc est-ce que c'est en tout cas c'est un film qui parle aussi de la bureaucratie et de la lourdeur de l'administration, parce que dans le travail d'enquête d'un policier, que ce soit d'ailleurs à la police judiciaire ou à l'IGPN, il y a beaucoup de rédaction, de PV, de réquisitions, avec un langage comme ça très, très particulier, un peu technocratique, et que j'avais envie de mettre en avant aussi, qui là aussi peut paraître ingrat et peu propice à la fiction, mais au contraire on me disait non, il faut trouver un moyen de raconter ça aussi, et de le raconter de façon intéressante, qu'on s'y intéresse, et c'est pour ça que je l'ai intégré dans le film. Mais du coup, par rapport à cet aspect d'à la fois chercher quelque chose de très cinématographique, mais tout en restant dans l'authenticité, il y a quand même, j'ai l'impression, un juste milieu qui est trouvé avec un réalisme constant dans le film globalement. Oui, enfin en tout cas, c'est à la fois clairement une fiction, un film de genre, avec une enquête policière, avec les codes de l'enquête, du suspense, de la tension, des rebondissements. Voire du film noir. On a du film noir, où il s'est passé quelque chose, on ne sait pas dans quelles circonstances, et avec l'enquêteur, on a envie de comprendre ce qui s'est passé. Mais c'est vrai que c'est aussi un film très documenté. Enfin, j'ai passé beaucoup de temps à faire des recherches et à me documenter, à faire une immersion aussi au sein de l'IGPN, à rencontrer beaucoup de personnes de tous bords, liées à des questions du maintien de l'ordre, pour construire cette histoire. Et je pense que cette documentation se sent, ça ne fait pas un documentaire pour autant, mais on sent que c'est très documenté. Et ce qui est intéressant dans la documentation, c'est qu'on y trouve souvent des pistes qui permettent des détails qui permettent de nourrir la fiction et de construire l'histoire. Est-ce que le scénario était déjà écrit avant des immersions et des documentations? Est-ce que ça a vraiment enrichi moins la mise en scène que vraiment le scénario pur et dur? Ça a clairement enrichi le scénario, parce que tout le travail de documentation et de recherche, je l'ai fait avant l'écriture du scénario. C'est seulement une fois que j'avais accumulé beaucoup de matériel que je l'ai partagé avec mon co-scénariste Gilles Marchand, et qu'on s'est mis à construire l'histoire en se disant tiens, tel élément pourrait être intéressant et tel autre. Et voilà un exemple, par exemple, j'ai vu, en étant à l'IGPN, en voyant les enquêtrices et les enquêteurs travailler, que l'importance des images, des vidéos, ils passaient beaucoup de temps à visionner des vidéos de caméras de surveillance de la préfecture, de caméras des vidéos de smartphones postées sur les réseaux sociaux, de choses qu'avaient filmées les journalistes, pour trouver des preuves visuelles liées à une plainte qui avait été déposée contre un policier, par exemple, et donc on a construit nous aussi notre enquête à partir
de vidéos comme ça qui petit à petit vont permettre à l'enquête de progresser. Et ça a quelque chose de très cinématographique, de voir des enquêteurs scruter des vidéos et d'essayer de trouver des détails, parfois tout au fond de l'image, flou, mal définis, qui vont leur permettre de comprendre un peu mieux ce qui s'est passé. Et c'est marrant parce que du coup, c'est vrai que j'avais remarqué ça en voyant le film, qu'à la fois on amène beaucoup sur les champs contre champs très simples mais très maîtrisés, mais aussi sur ce travail du numérique, parfois de l'implantation d'éléments justement d'écran, de vidéosurveillance. Et il y a à la fois, donc j'ai l'impression aussi beaucoup d'éléments qui ont dû être filmés sur place, notamment pour les caméras de surveillance au sujet de l'incident déclencheur, mais aussi par rapport, j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'images d'archives. Pas tant que ça. Alors, il y en a. Alors, j'ai visionné beaucoup d'images d'archives qui ont été tournées, enfin notamment le 1er 8 décembre 2018. Et pour déjà me remémorer enfin l'ambiance de ces samedis de manifestation à Paris, et aussi pour sélectionner un certain nombre de plans qui m'ont aidé à construire le parcours un peu de la famille Girard, donc la famille de manifestants, lors de cette journée où ils se rendent à Paris. Et on a retenu effectivement quelques petits morceaux dont on s'est servi pour tourner après nous nos propres plans avec notre famille, enfin qui sont des comédiens bien sûr, des figurants manifestants, des figurants CRS, etc. Et de faire se correspondre ce qu'on filmait nous au plan que j'avais présélectionné. Donc il y a en fait un mélange des deux, donc les plans qui viennent des images d'archives, on les a recadrés en format smartphone parce que c'était des images filmées à l'horizontale par des journalistes, et là on les recadre en smartphone pour les faire correspondre avec ce qu'on a filmé nous, également en smartphone avec nos comédiens et nos figurants. Donc il y a un peu les deux, et au tout début du film il y a une séquence où défile une cinquantaine de photos de manifestations qui sont des photos faites par des photographes à l'époque aussi, et qui me semblait important pour remettre en contexte l'ambiance de ces manifestations, parce qu'on a été abreuvé de beaucoup de ces images, mais encore une fois on les a un peu oubliées. D'ailleurs il y a pas mal de spectateurs qui m'ont dit mais oui c'est vrai, enfin ça fait remonter plein de choses et plein de souvenirs des images qu'on avait vues à l'époque. C'est marrant parce que du coup ça transforme mine de rien une histoire très intime et fictionnelle en quelque chose de plus collectif. Cette idée d'à la fois chercher des images de remettre dans un autre contexte des images de gens de la vraie vie à quelque chose de fictionnel. Oui, bien sûr, parce que quand on raconte une fiction, quand on construit une histoire, ça passe à travers des histoires individuelles, des destins personnels. On ne peut pas raconter l'histoire de tout le monde, mais en faisant ça touche à des questions ou à des problématiques qui ont touché beaucoup de monde, même si c'est de façon différente que dans le film. Du coup, peut-être pour aussi revenir sur le côté numérique, moi j'ai beaucoup pensé à un film, je ne sais pas si vous l'avez vu, un documentaire qui s'appelle Un pays qui se tient sage. Et pareil, est-ce que cette idée aussi c'est pas de justement remettre, moi ce qui m'a beaucoup marqué dans le documentaire, sur un écran géant, des images qu'on a tous vues sur nos smartphones, et justement en format vertical aussi, parce qu'il n'y a pas cette idée aussi de la rendre beaucoup plus importante. Oui, enfin c'est vrai que dans le film de David Dufresne, Un pays qui se tient sage, le dispositif qu'il met en place, c'est de projeter à des personnes de tous bords, des sociologues, des manifestants blessés, des policiers, ces images, et de les faire réagir en direct, et ça crée quelque chose de très intéressant. Bon, dans mon film c'est de la fiction, mais on voit aussi les personnes, les enquêteurs qui regardent ces images et qui réagissent, ou des policiers mis en cause qui doivent commenter ce qu'ils voient. Et moi ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'on se dit, quand on a une vidéo qui montre quelque chose, c'est une vérité objective. Tout le monde voit la même chose, et en fait non, selon qui voit l'image et qui l'interprète avec plus ou moins de mauvaise foi, parfois on peut voir
des choses différentes et donc la vérité objective en soi en fait n'existe pas. Peut-être pour rester une dernière fois sur la mise en scène, pour revenir vraiment à l'aspect purement bureaucratique, vous adoptez une mise en scène qui est encore une fois très simple, avec beaucoup de champ contre champ. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez tout de suite pensé pour justement rendre le récit efficace, ou est-ce que c'est venu justement d'une envie, parce que pour vous ça participe plutôt à l'aspect purement au suspense du film et à cette joute verbale? Alors il y a plusieurs choses. Enfin, disons que quand on filme une audition avec deux personnes qui sont face à face, il n'y a pas 50 façons de le filmer. C'est vrai que le chant contre chant paraît la façon la plus évidente et la plus simple. Et je pense que dans ces scènes-là où il faut faire attention et être attentif à ce qui se dit, aux moindres intonations, au regard, il faut rester simple dans la mise en scène. Après, il y a des scènes aussi où qui sont des vraies séquences de montage, où par exemple on voit plusieurs chefs d'unité qui sont interrogés successivement, mais qui dans le film on a une séquence où voilà, on a un enquêteur qui pose une question, mais après on a les questions, les réponses successives qui se ressemblent souvent des différents chefs d'unité, puis on passe à une autre question, puis et ça crée un rythme et une dynamique où on fait sentir le côté répétitif de ces auditions, mais sans que ça devienne ennuyeux ou rébarbatif, parce que justement on est pris dans une espèce de rythme qui raconte cela. D'accord. Pour partir plutôt sur l'aspect scénaristique, du coup, comme vous l'avez dit, vous filmez donc un personnage qui est très tiraillé entre deux, à la fois du côté de la police et du côté des manifestants. Et ce que je trouve intéressant, c'est que du coup le personnage de Léa Drucker avait presque quelque chose de l'ordre de la médiatrice. Et ma question serait peut-être plutôt, comment est-ce que du coup vous avez travaillé, entre guillemets, l'aspect extrême des deux groupes qu'elle doit justement réussir à joindre, dans l'idée où en fait à la fois elle va aller essayer de comprendre ce qui se passe du côté de la police que du côté des manifestants. Alors je dirais, le terme médiatrice me paraît peut-être pas tout à fait juste, parce qu'elle essaye pas, elle n'est pas assistante sociale, enfin elle essaye pas de concilier deux points de vue. Elle, ce qu'elle cherche, c'est la vérité. Donc comme disent les policiers, on enquête à charge et à décharge. Donc elle va essayer d'établir des faits. Enfin, d'ailleurs, à un moment donné, il y a le substitut du procureur qui lui demande c'est quoi votre avis personnel sur cette affaire, et elle dit moi j'ai pas d'avis personnel, c'est pas la vie personnelle qui compte, c'est les faits. Donc elle travaille là-dessus, et la difficulté c'est justement de ne pas se laisser envahir par du ressenti ou des émotions, ou le fait de trouver quelqu'un antipathique et l'autre sympathique. Il faut se tenir à ça, et c'est ça qui est intéressant dans cette posture du personnage qu'incarne Léa Drucker. D'autant plus que on va la voir parfois quitter un petit peu plus son cadre purement bureaucratique, et c'est vrai que je trouve ça intéressant de voir que l'aspect de suspense il tient beaucoup plus du fait qu'elle sente qu'il y a des choses un peu louches autour de cette enquête, et qu'au final elle va chercher à se faire sa propre idée tout en restant assez neutre au final, du moins justement cette idée de ne pas prendre parti directement. Oui, enfin je ne sais pas si elle sent qu'il y a des choses louches, mais elle sent qu'il y a des choses qui ne sont pas claires, et qu'elle essaye d'établir une vérité. Et c'est vrai que ce parcours se met d'embûches parce que les personnes impliquées n'ont pas forcément intérêt à ce que cette vérité soit dite, ou ils la contestent, et donc elle, dans tout ça, elle doit essayer de maintenir son cap. Et c'est vrai que dans le film, Stéphanie, donc le personnage interprété par Léa Drucker, va aussi par moments sortir du cadre déontologique qui lui est imparti, et même commettre certaines transgressions pour
arriver à obtenir cette vérité. C'est là où on est plus de côté du cinéma que du documentaire finalement. Oui, bien sûr, parce que évidemment, moi, pendant mes recherches et mon immersion, j'ai pas vu d'enquêteurs ou d'enquêtrices qui commettaient des transgressions au sein de leur enquête, ou même s'ils l'avaient fait, ils me l'auraient jamais dit. Mais c'est là où la fiction permet effectivement de faire cela, d'aller au-delà d'un côté purement documentaire, et évidemment, c'est plus intéressant de voir un personnage qui doit se tenir à certaines règles, les transgresser à un moment donné, plutôt que de s'y tenir du début à la fin. Ouais, même dans l'aspect intime de Léa Drucker finalement, puisque au final, c'est aussi quelque chose qu'on voit quasiment jamais qu'on voit souvent dans le cinéma, mais beaucoup moins dans du documentaire ou justement des reportages. Cette idée que justement son enquête vient même s'investir dans le privé, j'ai l'impression. Oui, bien sûr. Le privé et le cadre privé professionnel se mélangent et se confondent, d'autant plus que mon ex-mari est policier lui aussi, lui fait des reproches sur certaines sur son activité, sur le fait de travailler à l'IGPN, que son fils aussi semble ne pas assumer le fait que ses parents soient policiers et travailler par ce qu'il ressent, quand d'autres personnes, quand il sent que d'autres personnes n'aiment pas la police et que ça le travaille. Donc tout ça joue aussi parce que Stéphanie, évidemment, c'est pas un robot, c'est un être humain et qui essaye de gérer tout ça et aussi ce qui lui arrive dans le cadre de sa vie privée. Mais pour reprendre aussi un de vos précédents films, 2012, j'ai l'impression qu'il y a quand même moins, on va dire une sorte, pas forcément de second degré, mais d'ironie qu'il y avait parfois dans certains témoignages notamment. Et où là par contre c'est quelque chose, un rire qui parfois, notamment dans la scène où j'étais, qui était parfois assez jaune, ou notamment au sujet de pouvait sortir certains policiers qui étaient interrogés, où on sentait la mauvaise foi à des kilomètres. Et j'ai l'impression que vous travaillez parfois souvent avec un humour un peu à froid qui est jamais présent formellement, mais qui reste quand même dans l'œuvre en soi. Oui, alors c'est vrai que j'aime bien parsemer un film, même si le sujet dans le fond est grave et dramatique, déjà de moments plus légers, alors qui ne correspondent pas tout à fait à ce que vous venez d'évoquer, mais on la voit au bowling avec ses collègues. C'est un moment léger en fait, juste. Oui, où on voit son collègue, alors qu'ils sont dans un hôtel de luxe en train de mener une enquête, s'étonner du prix de la chambre d'hôtel, tester la fermeté du matelas, etc. Et après, il y a aussi, comme vous pointiez assez justement, une ironie qui ressort parfois de la mauvaise foi de certaines justifications de policiers mis en cause qui vont nier l'évidence et trouver des justifications à leurs gestes qui paraissent assez hallucinants, mais c'est une réalité. C'est des choses que j'ai pu lire ou voir lors d'auditions où l'imagination tout d'un coup semble être sans limite. C'est quelque chose qui vient moins du cinéma que de la réalité en fait, encore une fois. Ça vient, oui, en tout cas ça trouve son origine dans la réalité. Après le tout c'est comment l'intégrer dans la fiction pour que ça soit le plus efficace possible. Pour parler aussi un petit peu du casting, du coup vous avez en premier rôle Léa Drucker. Et j'ai l'impression que c'est vous parlez de vie justement, mon personnage n'est pas un robot et Léa Drucker, j'ai l'impression dans beaucoup de ses rôles, elle a une sorte de fermeté qui est quand même assez hallucinante. Est-ce que c'est un rôle est-ce que c'est une actrice que vous aviez choisie sur le tard ou qu'elle vous pensiez à l'écriture ? Alors j'ai pas écrit pour elle parce que j'ai jamais fait ça, mais pendant l'écriture, quand on écrit, on joue toujours un peu avec des idées, on dit tiens, telle comédienne, et à un moment donné,
c'était Léa qui revenait tout le temps dans ma tête, et donc même si on n'a pas commencé à écrire pour elle, on a presque fini le scénario en pensant quand même très fortement à elle, et donc c'est la première, c'est la seule comédienne d'ailleurs à qui j'ai proposé le rôle, et elle a dit oui tout de suite, donc ça s'est fait comme ça. Mais c'est vrai que Léa, elle a une finesse et une intelligence de jeu qui est vraiment que j'admire beaucoup, et qui était importante pour ce personnage qui ne doit pas montrer, qui ne peut pas se permettre de montrer ses émotions ou de se laisser aller à ses émotions, mais dont il faut quand même sentir tout le temps qu'il se passe beaucoup de choses à l'intérieur de sa tête, et elle fait ça de façon assez magistrale, je trouve. Plus justement dans l'idée où on garde une ambiguïté, pas forcément morale, mais déontologique. C'est plus ce scénario qui va l'amener, qui va amener le film à choisir un camp politique dans une des scènes finales où elle est avec une de ses supérieures, et où là, l'ironie dépasse un petit peu le cadre justement déontologique, où là, sans vouloir trop en dire, les policiers choisissent un petit peu la finalité de l'affaire qui les arrange. Oui, alors c'est un peu plus compliqué que ça, parce que il faut quand même savoir que les policiers de l'IGPN, les enquêtrices et les enquêteurs de l'IGPN mènent l'enquête sous l'autorité du parquet ou éventuellement d'un juge d'instruction si une information judiciaire est ouverte. Et c'est comme pour une affaire criminelle, comme pour la brigade criminelle, c'est pas eux ils mènent l'enquête, et après c'est le parquet qui décide si une suite est donnée ou si c'est classé sans suite, etc. Donc c'est pas les policiers qui décident, c'est pas les policiers de l'IGPN qui décident de classer une affaire ou non. Mais la question que pose le film, c'est la question de l'objectivité, de l'impartialité et du biais. Est-ce que c'est possible est-ce que c'est une illusion de se dire qu'il est possible d'enquêter de façon complètement objective? Est-ce que le fait d'être soi-même policier qui enquête sur d'autres policiers est un biais ou non? Il y a toute cette question du biais qui est centrale dans le film et qu'on essaye d'explorer. C'est un débat ultra contemporain, parce que mine de rien, on voit souvent, même parfois avec des études scientifiques, des gens dire cette étude est idéologique ou non. Et du coup, mettre ça d'un point de vue purement politique et social, c'est quand même assez... je sais pas si ça a été fait consciemment, mais j'ai eu l'impression que c'était... que même si le sujet des gilets jaunes peut paraître un peu lointain, au final, on reste quelque chose de très actuel au final. Oui, bien sûr. De toute façon, ce qu'a montré le mouvement des Gilets jaunes, c'est-à-dire une fracture sociale très forte, une déconnexion entre beaucoup de coins reculés entre guillemets de la France, des petites villes, des zones rurales qui ne se sentent pas considérées par Paris et par le centre de pouvoir comme ça très, très centralisé. Ça reste des choses qui n'ont pas du tout été réglées, qui sont toujours d'actualité et qui vont ressurgir d'une façon ou d'une autre. Donc c'est pas parce que le film se passe en 2018 qu'il n'y a pas des résonances très fortes avec aujourd'hui. Clairement. Et peut-être, du coup j'ai peut-être deux dernières petites questions, mais qui me paraissent quand même assez importantes par rapport au film. Tout d'abord, c'est que, c'était déjà le cas pendant 2012, il y a quelque chose qui revient dans ce film, c'est les chats. Oui. Et mine de rien, là c'est passé, alors dans le news c'était un modèle, j'ai l'impression, esthétique pour recréer du suspense et du danger. Ici, c'est presque, j'ai l'impression qu'il y a presque un sujet géopolitique autour de comment la rétention d'intention autour même du divertissement ou juste de la débat qui arrive à la fin autour de ces vidéos qu'on regarde juste pour se détendre. Oui, alors c'est venu par l'idée que Stéphanie, à un moment donné, dans le parking souterrain de son immeuble, trouve un petit chat blanc et qu'elle s'en occupe. C'était aussi presque dans l'idée de mettre un peu de douceur dans un monde comme ça assez dur. Et puis cela a mené à l'idée de vidéos de chatons, qui sont dont des milliers fleurissent sur les réseaux sociaux et qui peuvent effectivement être irrésistibles et rigolotes, mais qui posent aussi la question, si on ne fait plus que ça, scroller
sur son téléphone pour passer d'un truc à l'autre, et des petits chats, une violence policière et un petit chat. Et est-ce que voilà, qu'est-ce que ça crée? Est-ce qu'on s'éloigne pas de la réalité et de la réflexion? Et on aimait bien avec Gilles carner ça par cette contradiction par les parents de Stéphanie, dont le père dit à la mère, si tu passes ton temps à regarder des vidéos de chatons, tu ne te rendras pas compte qu'un jour la démocratie aura disparu. Elle dit oui, mais moi ça me fait du bien de regarder des vidéos, c'est mieux que les violences que tu regardes à la télé. Et d'une certaine façon, les deux ont raison. Mais après, évidemment, si on ne fait que regarder des vidéos de chatons, ça devient problématique. Voilà. Cette idée comme vous disiez, ça éponge en fait au final. Le fait de passer de quelque chose de très actuel de plus mignon, vous parlez justement que le Covid a un peu épongé les gilets jaunes. Est-ce qu'au final, c'est pas aussi une manière d'incarner ça peut-être? Oui. Enfin, je pense pas que les vidéos de chatons soient responsables du fait qu'on parle plus des gilets jaunes, mais c'est plus, enfin, pour moi, les réseaux sociaux, le scrolling et le fait de passer d'une image à l'autre et de ne plus lire des choses, enfin, en profondeur, enfin, de rester parce qu'on reste à la surface en fait en passant d'une chose à l'autre, et je pense que c'est pas bon ni pour la réflexion, ni pour la santé mentale, ni pour la démocratie. Et peut-être du coup une dernière question pour boucler un petit peu avec le début sur la musique. Du coup, casting, on ne retrouve pas forcément des gens avec qui vous aviez beaucoup travaillé, mais il y a une personne qu'on retrouve à la technique, c'est Olivier Marguerite, qui était déjà sur la nuit du 12. Et est-ce que pareil, c'est des retrouvailles qui étaient assez naturelles? Est-ce que c'est une expérience que vous avez envie de prolonger, ou est-ce que c'était un choix qui vous paraissait juste logique pour incarner musicalement les deux. Enfin, disons que j'aime beaucoup le travail d'Olivier Marguerite, et j'avais beaucoup aimé d'une part ce qu'il avait fait pour la nuit du 12, et aussi la façon dont ça s'était passé, enfin le dialogue, l'échange, le fait qu'il nous avait fourni beaucoup de maquettes musicales même avant le tournage, c'est-à-dire qu'on a pu les jouer avec, les tester pendant le montage. Et voilà, et c'est quelqu'un qui fait beaucoup de propositions et qui essaye de se renouveler aussi, enfin de pas faire pas juste reproposer des choses qu'il a déjà faites, et cette envie d'essayer, cette inventivité me plaît beaucoup, et voilà, donc c'était une vraie envie de retravailler avec lui. Du coup, 237 sort dans quelques semaines, dans quelques jours. Dans 2 semaines, enfin je sais pas quand, ça dépend quand on sera diffusé le 19 novembre. Tout simplement. Donc, dossier 137 sort le 19 novembre. Merci beaucoup pour cet entretien et peut-être à bientôt. Du coup, merci à vous. Qu'est-ce que vous avez vu dans la rue? Qui a dit que j'étais à la fenêtre? J'espère qu'ils vont pas étouffer l'affaire. Tu vas pas t'y mettre, toi aussi? Franchement, c'est la honte. C'est des héros, les mecs. T'as vu tout ce qu'on leur demande? Tu peux pas te mettre un peu à leur place? Mais à force de trouver des excuses à ceux qui déconnent, les flics sérieux qui essaient de bien faire leur boulot, ils vont tous se barrer de la police. Ils sont jamais sanctionnés. Ce n'est pas le moment de provoquer la grogne des syndicats. Qu'est-ce qui vous arrive, Madame Bertrand? Si tout le monde pense qu'un autre point de vue que le sien est hostile, comment on tient ensemble? Je sais plus, moi.